Bienvenue sur Mucho TV, la chaîne Curiosité et Découverte. Mon nom, c'est Janvier Nahimana. Je suis avec un invité spécial, André Bilodeau, et il nous parle aujourd'hui à partir du Rwanda. Je vais commencer une série d'émissions qui sera intitulée Les Canadiens du bout du monde. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est André? Je suis natif de la ville de Lachine, sur l'île de Montréal, et je suis l'aîné d'une famille de 5 enfants. Mon père avait visité La Prairie, qui était la maison de formation des Frères de l'Instruction chrétienne, et il m'a inscrit là-bas contre ma volonté. Mais finalement, j'ai accepté d'aller au Juvénat. Ça s'appelait un Juvénat, maison de formation des jeunes en vue de devenir religieux. Au départ, je ne voulais pas du tout devenir religieux, mais après la 5e année d'études là-bas, j'ai fait une retraite et pendant la retraite, là, j'ai découvert que le Seigneur m'appelait à m'intégrer dans une congrégation religieuse enseignante. Je ne savais pas comment j'allais devenir enseignant, mais la formation du Scholastica, qui avait lieu à la même place, à la Prairie, m'a permis de découvrir que je pouvais m'intéresser beaucoup à l'éducation. C'est ce qui est arrivé. J'ai eu besoin de confirmation de ma vocation là-dedans. Je l'ai demandé au Seigneur et il m'a donné des pistes. Et une des pistes, c'était de rejoindre le renouveau charismatique dans les années 70. Et après, là, j'ai enseigné avec joie et plaisir et je pense que mes anciens élèves se souviennent de moi comme le professeur qui n'avait pas peur de prier avec eux au début du cours et de leur enseigner avec joie les sciences, parce que j'enseignais les sciences à la Prairie à ce moment-là. Et quand mon cours de sciences a cessé de faire partie du programme, c'était Initiation aux sciences physiques, ça a cessé de faire partie du programme, là, j'ai eu la possibilité de faire un changement. Et le changement, c'est qu'on avait besoin de quelqu'un pour aller rejoindre au Rwanda une maison de formation, un noviciat. Et comme j'avais étudié pendant mes années d'enseignement des sciences, j'avais étudié la théologie et la théologie pastorale en particulier. Alors, j'ai été intéressé à aller dans cette maison de formation. C'est ça qui m'a amené en Afrique pour la première fois. Alors, j'ai commencé avec 3 ans dans la maison de formation à Nyondo, là où je suis maintenant. Alors, je suis arrivé en 73, 74 ici et plusieurs années plus tard, 2020, je me retrouve encore à Nyondo. Alors, je suis dans ma chambre actuellement. J'ai fait regarder tout à l'heure quelqu'un qui a vu dans quel milieu j'étais. Alors, je suis maintenant âgé de 76 ans, c'est-à-dire que normalement, je suis à la retraite. Mais j'ai commencé au noviciat pendant 3 ans. Après ça, j'ai rejoint une école secondaire comme préfet de discipline. J'étais justement avec Rémi Brodeur, qui était mon directeur. Il a été mon directeur pendant 2 ans. Après ça, je suis allé dans une autre école secondaire à Gisenyi. J'y suis resté 2 ans. Et après ça, je suis revenu au Canada pour 2 années de formation sur les forces vitales humaines qui me permettaient d'avoir une approche des gens beaucoup plus positive et d'aider les gens à être plus positifs dans leur vie. Et c'est après ça que je suis allé pendant 7 ans à Kiryama, au Burundi. Là, j'étais avec Rémi Brodeur pendant ces 7 années-là. Il a construit l'école normale, l'école technique
de Kiriyama. J'étais avec lui et au début, il ne devait pas être directeur, il ne devait pas ouvrir lui-même l'école. Il devait simplement laisser l'école au diocèse de Bururi. Mais on a fait venir des frères et des sœurs dans cette école parce que pour la première fois, il y avait des filles dans l'école. Alors, on a passé 7 ans là-bas. Après ces 7 années, dont je pourrais reparler plus tard, je suis revenu au Canada, mais là, j'ai fait une année disons, de formation personnelle à Rome. Et puis, après cette formation qui a duré 6 mois, j'ai passé 4 mois en République démocratique du Congo, à Bunia. Et c'est de là que je suis revenu au Rwanda le 11 septembre 2001. Et puis, je suis resté à Kirambo pendant 19 ans. Quel grand parcours, quel grand parcours, c'est incroyable. Alors, moi, je vous ai contacté parce que j'étais un peu à la recherche de quelqu'un qui connaissait Rémi Broder. Ce que je Oui. vais faire, je vais essayer aussi de contacter les anciens élèves de l'école normale de Rutovu et certains professeurs qui ont enseigné avec Rémi Broder. Alors, en tant que frère de compagnie, pouvez-vous nous donner un peu plus de détails sur Rémi Broder? Parce que moi, en tant que jeune, j'étais à l'école primaire. J'habitais chez un professeur qui était voisin à Rémi Broder. Et je voyais ce géant. On nous disait, ah, les Canadiens. Et alors, chaque fois qu'on le voyait, il était en train d'aider les autres, que ce soit à l'école ou encore de travailler dans son jardin des choux, des légumes derrière ses habitations. Alors, c'était vraiment quelque chose qui m'a fort passionné à propos de Rémi. Pour vous qui l'avez connu, qui était Rémi Broder? Rémi Broder faisait partie d'une famille de 19 enfants. Il était dans la deuxième moitié des enfants et il a suivi le même parcours que moi. Il est allé au Juvénat à la Prairie. Ensuite, il a fait des études avec les frères de l'instruction chrétienne. Et puis, il a fait son noviciat à la même place que moi, c'est-à-dire à Oka. Et puis, lui, dans sa famille très nombreuse, trois garçons de la famille sont devenus frères de l'instruction chrétienne. Et maintenant, malheureusement, les trois sont décédés, mais ils étaient trois frères de la même famille, dans la même congrégation. Et là, lui, il a eu un parcours, il était très brillant. C'était un premier de classe. Il réussissait dans toutes les matières, il avait une mémoire phénoménale et surtout en sciences, il comprenait tout et il était capable de l'enseigner aussi. Alors, il a fait des études universitaires à Montréal et à Ottawa, et aux deux endroits. D'abord, disons, un baccalauréat et ensuite une maîtrise en sciences. Il enseignait surtout avec plaisir la chimie. Alors, bon, je l'ai connu, il enseignait la chimie dans la même école que moi, à la Prairie. Et c'est après qu'il est allé au Burundi. Cette fois-ci, lui, il était à Rutovu. À Rutovu, les autres confrères qui étaient avec lui sont décédés. Par contre, je pourrais vous envoyer une adresse email de quelqu'un qui connaît les adresses de ses deux anciens frères qui étaient avec lui à Rutovu, qui pourrait vous en parler autrement. Et puis, là, on parlait de Rémi. Alors, il a fait un premier séjour à Rutovu. Quand
fermé suite à des événements politiques. Les frères sont revenus. Il y en a un qui est resté, le frère Charles-André Hiergeau, qui est décédé maintenant. Et lui est resté plus longtemps. Et puis, Rémi, il était embauché par l'ACDI avec le frère Charles-André Hiergeau et c'était leur salaire qui permettait aux frères de vivre là-bas sans problème. Revenu au Canada, il s'est occupé de notre entreprise qui s'appelait l'Imprimerie de la Prairie. Alors, cette entreprise-là, il en a fait il en a fait évoluer la situation, disons qu'il a amélioré et jusqu'au moment où il a cédé sa place à un autre, parce que l'évêque de Bururi, Monseigneur Boudou Dira, le connaissait parce que c'était dans son diocèse qu'il avait été enseignant et il lui a demandé il est même venu au Canada pour lui demander personnellement de revenir dans le diocèse de Bururi et de fonder une école technique. Comme le frère est intéressé à la technique, aux écoles techniques, il a dit, bon, d'accord, je vais m'arranger pour vous aider. Et là, il a fait appel aux dons de Terre sans frontières pour pouvoir apporter ce qu'il fallait avec lui et fonder l'école. Au début, on n'était pas supposé rester. Il était supposé vivre chez les prêtres là-bas et travailler à la construction seulement. Mais il a fait évoluer la situation. Les supérieurs ont accepté de fonder une communauté pour diriger l'école là-bas pendant un certain temps. Et là, il y a eu des frères qui ont accepté d'aller travailler au Burundi. Bon, alors, au début, il était avec un frère constructeur, ancien missionnaire d'Haïti, Fabien Langlois. Il l'a aidé à construire la maison des frères et ensuite l'école. Et ils ont même construit une maison d'habitation pour des sœurs, sachant qu'à un moment donné, l'école technique aurait des filles aussi. Alors, ils ont construit ça en même temps que l'école. Quand la maison d'habitation a été terminée, deux frères qui avaient enseigné à Bouta pendant un an, en attendant que la maison d'habitation soit construite, les frères Nolin Roy et Gilles Champagne sont arrivés à Kiriyama. Et cette année-là, je suis arrivé avec le frère Roland Leduc et moi-même, et nous avons pu commencer à travailler à l'école. Dans le cours de l'année, la maison des sœurs avait été terminée et trois sœurs sont arrivées, Louise Touchette, Céline Tremblay et Jeannette Bouliou, une Française, qui sont arrivées parce que la deuxième année, les filles arrivaient à l'école et elles étaient là pour les encadrer et en même temps donner une touche féminine à une école technique qui était surtout masculine. Et puis, c'est comme ça que j'ai vécu avec lui. Alors, lui, il était à la fois constructeur, parce que le frère Fabien Langlois, une fois que la maison des frères a été terminée, il dit, moi, je suis habitué à construire des résidences, mais pas des écoles. Il dit, je vais commencer. Puis, comme sa santé n'était pas fameuse, lui, il est parti. Et c'est Rémi qui a pris ça en charge. Alors, il faisait à la fois directeur d'école et constructeur de l'école, parce qu'il y avait quelques classes terminées. On avait pu commencer avec un certain nombre d'élèves qui vivaient en internat. Il a fallu construire des dortoirs et tout le reste, des cuisines et des réfectoires pour tout ce monde-là. Alors, lui, il vivait ça comme si de rien n'était. Il était au-dessus de ses affaires. Il travaillait à son bureau un certain temps. Il réglait l'administration et ensuite, il allait au chantier. Et il s'adressait à un capitat qui, lui, connaissait le français. Et le capitat
parfois, il n'était pas content parce que, surtout à l'œil, lui, il voyait le niveau. Les autres, ça leur prenait des instruments, mais lui, à l'œil, il voyait le niveau. Alors là, il invectivait le capita parce que les autres ne comprenaient pas le français et lui parlait en français. Alors, le capita subissait les foudres de Rémi Brodeur, le géant, et après ça, les autres, il leur faisait parfois recommencer une rangée de briques, mais le capitaine a beaucoup appris, même s'il a souffert un peu, il a beaucoup appris. Il est devenu un excellent capitaine pour d'autres groupes après, parce qu'il avait appris sur le tas de Rémi Brodeur que donc, quand on construit une maison, on la construit bien. Quand on construit une école, on la construit bien. Parce qu'il voulait la perfection dans tout. Parce que lui, il réussissait dans les études et il voulait aussi que tout le monde réussisse, et dans l'enseignement, et dans les études, et dans la construction. Et en effet, ce qu'il a fait, il a bien réussi la construction de l'école avec les moyens qu'il avait. Il aurait voulu faire ça plus grandiose, mais les moyens lui permettaient de faire quelque chose de bien sans que ce soit grandiose. Mais l'école de Kiriyama est toujours existante. On a ajouté des bâtiments, on l'a modifié, d'après ce que j'ai entendu dire. C'est passé aux mains du diocèse de Bururi actuellement. En 1900, non, c'est en 2000, parce que ça, c'était dans les années 92 à 2000. Alors, en 2000, ben, tous les frères ont quitté parce que, bon, on n'avait plus de relève pour nous remplacer. Et puis, il y en a qui devaient quitter par mesure de santé. Et on a fermé l'école, mais on l'a donnée entre les mains du diocèse qui a continué l'œuvre. Et juste pour les souvenirs d'Okigama, vous avez mentionné des noms, par exemple, Monseigneur Boudoudira, que je connais moi personnellement parce qu'il fait partie aussi de ma famille. J'allais souvent à l'évêché de Bururi. Et puis, je ne sais pas si vous avez connu Rézy Sébastien, qui était Oui, un des oui. professeurs. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques souvenirs des gens qui ont collaboré avec vous, comme Rézy Sébastien ou d'autres, et nous parler de cet environnement? Parce que souvent, les gens ne s'imaginent pas de cette beauté un peu plus sauvage du Burundi, le climat, la nature. Qu'est-ce que vous avez gardé d'Okigama? Évidemment, le paysage était magnifique. On était dans une colline moyenne. Ce n'était pas une colline comme on a au Rwanda, où on a plutôt des montagnes. Là-bas, c'est une grande pente et la résidence était un peu plus élevée que l'école. De sorte que moi, pour me rendre à l'école, je prenais la bicyclette et je descendais la côte très rapidement pour aller à l'école. Et pour revenir, ben, je revenais plus lentement parce qu'il fallait monter. Mais j'étais moins pressé que le matin pour aller à l'école. Alors, M. Rizy était préfet de discipline à l'école pour l'internat et il donnait des cours également. À un moment donné, on a eu sa fille qui est venue comme enseignante à l'école. C'était une des rares enseignantes. Et puis, bon, c'était un climat plutôt familial. On savait que pour avoir des élèves heureux, il fallait les faire bien manger. On avait un économe qui s'occupait du ravitaillement. Et puis, bon, les élèves étaient contents dans notre école. Surtout, bon, surtout les filles, quand elles sont venues, après, elles ne sont restées que 3 ans. Elles faisaient le cours préparatoire et après ça, elles allaient dans des écoles, sauf quelques-unes qui continuaient en technique. Les filles allaient dans d'autres écoles et quand elles ont vu comment on s'occupait de la nourriture dans d'autres écoles, même à Bururi, alors là, elles sont revenues pleurer. Il dit, on ne mange pas aussi bien qu'ici.
Donc, le directeur prenait soin de ses élèves, on faisait bien manger nos élèves. Il y avait quoi comme faculté? Qu'est-ce que les cours techniques qu'on apprenait là-bas? Bon, on a commencé par mécanique auto, électricité, menuiserie. Après ça, ben, quand on avait ces trois options-là, et on avait, parce que c'était un cours technique, la menuiserie, on a réussi à obtenir d'une ambassade de Bujumbura euh, un kit complet électrique pour la menuiserie, mais on avait des tables, des rabots pour tout le monde et des scies pour tout le monde. On avait l'équipement de base et c'est après qu'on a fait venir, qu'on a réussi à obtenir un kit complet menuiserie avec des scies rondes, des raboteuses électriques, tout ça, de sorte que on pouvait traiter le bois pour pouvoir même faire un petit peu de gagner un peu d'argent pour l'école avec ça. Ensuite, mécanique auto, on a acheté des vieilles autos, on avait un hangar avec un atelier, on avait tous les instruments de base pour l'équipement de mécanique auto. En électricité, là aussi, on avait un autre atelier et les élèves suivaient des cours réguliers de formation humaine intégrale, mais avec des cours techniques spécialisés dans les trois options. Ce n'est qu'après qu'on a ajouté la soudure et après ça, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on a ajouté, mais les prêtres ont vu à faire évoluer l'école positivement. Alors, le trajet est très long pour vous. Après Kidiama, qu'est-ce qui vous a ramené au Rwanda? Bon, c'est encore un besoin. On venait d'ouvrir une école. C'est-à-dire qu'on avait quitté le Rwanda, on a quitté le Rwanda pendant 3 ans parce qu'il y avait eu 94. Après ça, il y avait eu 90, dans les années 90, euh, l'attaque venant de l'Ouganda avait jeté les frères. Nos élèves étaient allés étudier à Kigali, ils sont revenus. Puis là, il y a eu une autre attaque, de sorte que les frères ont quitté. Ils sont revenus et en 94, ils ont encore quitté. Et puis, ils sont revenus après 94 enfin, avec insistance. Et là, en 98, il y a eu une attaque ce qu'on appelait les Abachengizi, c'est-à-dire les infiltrés, des gens qui avaient quitté en 94 et qui s'infiltraient dans le pays. Alors là encore, on a dû fuir la maison. On avait une maison, mais la maison a été occupée par d'autres pendant un certain temps. Et en 80, voyons, en 2001, on a récupéré la maison, on a voulu refaire une communauté. Et là, il semblait que la guerre s'était partie au Rwanda. Et c'est là que je suis arrivé en 2001. On avait une équipe de 5 frères canadiens et d'un frère rwandais. Alors, on a reparti l'école. C'était une école normale primaire et on a dirigé cette école-là de sorte qu'à partir de l'école, il y avait des jeunes étudiants pour devenir enseignants qui voulaient devenir frères comme nous. Et c'est pourquoi on a réouvert le noviciat et le noviciat de Nyondo et on a fait le postulat. Et ces frères-là, les premiers jeunes qui ont voulu devenir frères ont été formés au Togo pour l'enseignement au secondaire. Parce qu'on avait besoin de jeunes frères pour enseigner au secondaire, dont celui de Kirambo. Et puis, on a ouvert une école. On avait l'école principale, c'était Kirambo, école normale primaire. Ensuite, on a ouvert à Gisenyi un centre de jeunes
qui s'occupait des enfants de la rue, des orphelins, du sida au début. Et puis là, c'est devenu une grosse activité permanente pour tous les besoins de la jeunesse hors scolaire. Donc, le sport, les activités culturelles, tout ça s'est ouvert. C'était fondé par un frère qui avait été directeur à Kirambo avant. Et depuis quelque temps, on avait plusieurs jeunes frères. Alors là, on a ouvert une école maternelle à Gisenyi. Cette école maternelle, on a commencé avec 18 élèves la première année. La deuxième, il y en avait 78 et maintenant, il y en a plus de 600, tout le premier cycle du primaire et deux classes enfin 6 classes de maternelle. Et cette école-là va très bien. Et on est en train de construire 2 étages, 14 classes supplémentaires pour commencer le tronc commun du secondaire. Alors, c'est actuellement ce qui se passe. On a 18 jeunes frères rwandais. Il y en a plusieurs aux études maintenant. On fait le noviciat en Ouganda, en anglais, et ils font leurs études à Kisubi, là où il y a une université. Ils font les études religieuses et pédagogiques, et après ça, ils nous reviennent. Cette année, on est supposé en recevoir. Ils seront les bienvenus. Ça nous permet d'en envoyer quelques-uns aux études. Malheureusement, comme ce sont de très bons jeunes frères, parfois ils sont attirés par toutes sortes de choses et on a perdu 2 vocations cette année, mais on espère en trouver des postulants pour relayer nos pertes. Et nous gardons toujours l'espoir que la communauté va continuer à faire du bien en éducation au Rwanda. Malheureusement, on a quitté le Burundi, mais il y a 170 frères ougandais de notre congrégation. C'est pourquoi on va faire notre formation là-bas. Ils sont très nombreux, ils ont une tradition depuis longtemps. Eux aussi, ils avaient été fondés par des Canadiens, l'Ouganda, mais en 1926. Je pense à vous spirituellement et aussi moralement. Quel impact que le génocide du Rwanda a fait pour vous? Parce que vous êtes loin de votre pays et des fois, c'est difficile de voir des gens qui perdent les leurs, des traumatismes. Qu'est-ce que ça... Est-ce que ça joue sur votre morale et votre mission, c'est de pouvoir apaiser les esprits? Bon, pendant le génocide de 94, moi j'étais au Burundi depuis 92-93 là. Alors, disons que ça, comme j'avais déjà eu 9 ans d'expérience au Rwanda, euh, au, au Burundi, on avait arrêté les classes parce que le président était mort, puis on avait vu que ça éclatait spécialement fort au Rwanda. Alors, au Burundi, on avait arrêté les classes. Pendant ce temps-là, j'avais pu aller dans les camps de réfugiés pendant 4 mois avant que les classes recommencent. Et puis, quand je suis revenu au Rwanda en 2001, disons que la vague était passée. Je n'étais pas là quand on a dû quitter Kirambo. Alors, je suis revenu comme un nouveau. Évidemment, là-bas, depuis le génocide, la population est très calme. La population est très obéissante. Et la population, vraiment, ne veut surtout pas recommencer la guerre et ne veut surtout pas recommencer un génocide. Et le gouvernement fait tout pour que ça ne recommence pas. Et bon, le fait de bien traiter la population, le gouvernement s'attire la sympathie de la population. Le développement se fait régulièrement, pas à pas. Il y a toujours des gens insatisfaits, mais pas assez pour commencer une rébellion. Alors, je vis en sécurité dans ce pays-là.
Et puis, je vis dans le calme parce que je n'ai pas été traumatisé moi-même n'étant pas là au moment. Mais je vois que beaucoup de gens sont traumatisés. Mais ce qui les sauve, c'est le retour à la vie religieuse. La religion est très présente dans leur vie. On a de très bons élèves qui sont très pieux et qui veulent que le pays vive en paix et qui veulent vivre en paix avec tout le monde dans leur voisinage. Et c'est ça que je constate. C'est pourquoi on a des vocations, parce que les gens veulent la paix dans le monde, veulent la paix dans leur pays, veulent le progrès de leur pays et le bien-être de tout le monde. Alors, c'est pourquoi je vois que c'est important que nous, qui voulons aussi, qui avons les mêmes valeurs, puissions travailler avec eux. Et c'est pourquoi il y a des jeunes qui veulent travailler avec nous et prendre la relève, parce que les Canadiens ont trop vieilli. Moi, je suis le dernier survivant des Canadiens au Rwanda. Et bientôt, je serai le seul Canadien en Afrique centrale. Il y a un frère canadien qui est resté en Ouganda. Et même si il y a 169 Ougandais, lui, il est le seul Canadien avec eux. Et même chose, pour le moment, je suis le seul Canadien avec 19 confrères rwandais. Alors, on est ici, moi je suis à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Je suis sûr que votre interview sera écoutée à différents endroits ici au Canada. Quel appel pourrez-vous faire aux Canadiens de bonne volonté d'appuyer des projets comme votre projet d'éducation? euh, Qu'est-ce que le Canada peut faire un peu plus? Parce que, bon, nous sommes en train de créer un groupe des Africains du Canada qui s'appelle un groupe Canada for Africa, le Canada pour l'Afrique, pour essayer d'être des ambassadeurs, pour parler de l'Afrique et promouvoir l'Afrique, essayer de faire le lien entre l'Afrique et le Canada. Alors, quel est le message que vous donnerez aux Canadiens? Parce que en Nouvelle-Écosse, on est même très, très loin des grandes villes comme Montréal ou Toronto. Et beaucoup de gens n'ont jamais même quitté le Canada. Mais pour une action que vous faites, quel appui que le Canada pourrait faire? Bon, disons que le personnel que nous avons dans nos écoles est suffisant. Nous n'avons qu'à les diriger. Par contre, ce sont des besoins matériels qui arrivent ponctuellement. Par exemple, à Kirambo, actuellement, on a de l'eau, mais comme la population s'est branchée sur notre ligne d'eau, actuellement, on manque souvent d'eau. Alors, on a un projet de faire un autre captage pour amener plus d'eau à l'école pour que les élèves en aient suffisamment. Alors, ce sont des projets de ce type-là qui demandent un peu d'argent. Là, on a, nous autres, par exemple, une équipe de frères plus âgés qui sont d'anciens missionnaires et qui ont parti une ONG qui s'appelle Secours Mission. Et Secours Mission est basée près de Québec. Et eux autres, ils ramassent des fonds pour aider la congrégation dans ses projets de financement. Bon, évidemment, comme salaire, on ne reçoit pas de gros salaires et c'est pourquoi notre congrégation nous aide financièrement à vivre, à avoir des automobiles que nous ne pourrions pas avoir avec nos salaires. Mais pour des projets ponctuels pour nos écoles, là, il faut faire des investissements. Et par exemple, l'adduction d'eau, il y a des projets où on veut aider les jeunes à faire du sport un peu plus systématique. Donc, il faut des ballons, des uniformes, des souliers. Là, à Kirambo, plutôt, on a des projets comme ça. Et on fait la même chose dans nos écoles maternelles. On trouve de l'aide pour équiper les écoles maternelles, avoir
du matériel adapté pour cet âge-là. Donc, ce ne pas des choses qui sont très dispendieuses parce que là, notre communauté nous aide à construire des infrastructures. C'est l'héritage que le Canada veut laisser au Rwanda et au Congo aussi. On aide à faire des infrastructures. On construit des écoles et ces écoles-là peuvent devenir des sources de revenus plus tard. Comme on achète des animaux pour l'élevage et avec ça, ça nous donne un peu d'argent pour vivre quand le Canada ne sera plus capable de nous en fournir. Alors là, ce que les gens peuvent faire, c'est de s'intéresser à des projets possibles et par email, on peut envoyer des informations. On peut vous donner aussi, on a Terre sans frontières qui a aidé à construire Kiriama autrefois, qui continue d'exister, mais qui ne reçoit plus d'argent du gouvernement canadien, mais ils reçoivent quand même des sommes de différents autres organismes et ils peuvent aider la communauté, ils peuvent aider aussi nos écoles et ça, ça fait partie de ce qu'on peut attendre des Canadiens. Et évidemment, l'unité de pensée, la collaboration ou simplement envoyer des souhaits ou garder de l'intérêt pour nos œuvres, ça nous permet de continuer, ça permet de développer l'œuvre que les Canadiens ont laissée aux Rwandais. Malheureusement, ben, si on a de la place un jour, s'il y a assez de frères rwandais, on pourrait retourner au Burundi parce qu'il y a d'autres congrégations qui ont commencé au Rwanda et qui sont allées au Burundi. Ça peut être la même chose Pour ici. ceux qui aimeraient vraiment entrer en contact, est-ce que vous avez quelques informations à nous donner, un site Internet, un numéro de téléphone, un email, pour que ceux qui aimeraient être en contact avec vos projets puissent vous rejoindre? Bon, il y a mon mail personnel et puis, bon, les mails, on a le site de la congrégation qui est lamennais.org, lamennais.régulière, de ce qui se passe à travers le monde de notre congrégation. C'est le site de la congrégation, lamennais.org. Ça se trouve sur l'Internet. On a de lamennais.org, vous avez tous les liens possibles pour tous les organismes qui travaillent en collaboration avec la congrégation. Vous pouvez avoir des nouvelles de toutes les œuvres dans le monde entier et pour notre congrégation et les liens pour le Rwanda, les liens pour l'Afrique centrale, les liens pour l'Ouganda sont là-dedans. Et les liens pour les organismes qui aident les frères sont là-dedans aussi. www.lamennais.org. OK. Ça, on va essayer de, quand on va publier la vidéo en ligne, on va essayer de faire ces recherches pour trouver ces adresses et on va les mettre dans la description pour que les gens qui veulent vous rencontrer ou bien vous envoyer des souhaits, ils puissent retrouver le lien. Et alors, pour le moment, vous prenez de l'âge. Quel plaisir avez-vous de vivre près du lac Kivu, de Kisenyi? Parlez-nous de cet endroit et comment ça vous aide à vous reposer aussi moralement et spirituellement. Voilà, ici, même en temps de COVID-19, où on doit rester à la maison le plus possible, mais ici, c'est tellement beau. La région de Nyondo est très belle. Ça se développe beaucoup. Il y a beaucoup de maisons qui se construisent autour de notre terrain à nous. Et puis, bon, c'est facile d'aller à Gisenyi, ça prend 20 minutes en voiture. C'est très, très peuplé, très densément peuplé, la région ici. C'est dans le district de Rubavu, alors Gisenyi et le lac Kivu. Alors, nous avons une résidence à Gisenyi et deux œuvres. Je vous en ai parlé. Alors, il y a Vision Jeunesse Nouvelle qui s'occupe du parascolaire et une école tout près de Goma,
Goma est collé sur Gisenyi, c'est la République du Congo. Alors, il y a beaucoup de population, c'est pourquoi on peut avoir de l'espoir pour nous autres. Alors moi, ce que je fais, j'aide mes confrères actuellement, surtout au niveau des finances, parce que quand j'étais à Kirambo, j'étais l'intendant de l'école et je m'occupais des finances, la comptabilité de l'école. Et là, cette expérience-là me permet d'aider à la comptabilité de nos œuvres et de nos maisons. J'aide les intendants bien les économes de chaque communauté. On a 3 communautés. Les économes ou les intendants, c'est de notre école de Bougang, ça s'appelle Bougangali. C'est tout près du volcan Nyiragongo qui a éclaté en 2002. On voit le volcan très bien à partir de cette école. Je pourrais vous envoyer quelques photos. Oui, on va vraiment rester avec vous et puis alors essayer d'avoir un peu de vos nouvelles, de pouvoir promouvoir ce que vous faites. Alors, le 21 septembre, c'est le jour de la paix dans le monde entier. Ça s'appelle Peace One Day. Et OK. je pense que la paix, ça tient à beaucoup de choses, surtout dans notre région, avec tout ce que nous avons connu. En tant que quelqu'un qui est au Rwanda, que veut dire Amahoro pour vous? Bon, c'est le souhait qu'on souhaite à tout le monde régulièrement. Namahoro. Namahoro. Alors, ça, la paix, elle est sur toutes les bouches parce que ça fait partie des salutations aussi. Et puis, la paix, elle est voulue par tout le monde. Il n'y a personne qui veut la guerre. Et c'est pourquoi il n'y a pas de protestation dans les rues parce qu'on ne veut pas créer une guerre civile, surtout pas ça. Et puis, bon, on est prêt à défendre, le pays est prêt à défendre ses frontières pour que la guerre n'entre pas dans notre pays. Alors, bon, les relations sont peut-être tendues avec les pays voisins, mais ce n'est pas toujours comme ça. La circulation dans le pays est encore bonne. Et puis, on se sent en sécurité au Rwanda et on respire très bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de pollution, sauf dans la ville de Kigali. Mais ailleurs, il n'y a pas de pollution, on est très bien. Murakoze, tubifurije amahoro n'abo muri kumwe bose mukorana. Murakoze cyane. Ça, c'est la salutation depuis le Canada et on est content vraiment de vous avoir eu sur notre chaîne. Et puis alors, j'essayais vraiment de diffuser à grande échelle votre message et on vous souhaite la paix et la joie avec tous ceux qui sont avec vous. Et on vous souhaite aussi de revenir revoir le Canada et on est content quand vous serez au Canada de pouvoir nous donner vos souvenirs, vos messages du Rwanda. Et puis alors, en parler pour que tous ceux qui veulent faire du bien puissent le faire à travers le monde. Merci beaucoup, Murakoze.